Voilà, merci beaucoup. Yves Bouya, bienvenue. Merci Jean-David Kilolo. Ça fait très longtemps. Oui, effectivement, très longtemps. Vous portez bien? Ouais, par la grâce de Dieu. Alors, monsieur Yves Bouya, on parle d'abord des élections aux États-Unis avant qu'on parle de révision constitutionnelle et aussi de FOMID. Il y a Donald Trump qui a été élu, en dépit des sondages qui ne lui donnaient pas favori. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique, et particulièrement la RDC, peut espérer quelque chose de cette victoire de Donald Trump? Je ne pense pas que l'Afrique puisse espérer grand-chose de cette victoire de Donald Trump, qui vient d'être élu, je pense, pour la deuxième fois président des États-Unis. Les États-Unis, les Américains venaient de faire leur choix. Vous savez que Donald Trump est trop conservateur, bien qu'il soit républicain. Quand je dis conservateur, lui, c'est d'abord l'Amérique qui l'intéresse. Les Américains, les développements de l'Amérique, la vision de l'Amérique vers les grandes puissances qui sont les puissances occidentales. Mais quand vous comprenez bien, Donald Trump n'a jamais eu un regard particulier concernant l'Afrique. Souvenez-vous de ces mandats passés. On n'a pas vu un Donald Trump très impliqué dans le domaine, dans les dossiers africains. Il était plus lié, très impliqué dans des dossiers concernant plus l'Occident, la guerre israélo-palestinienne. Vous comprenez, il était plus focalisé sur ça. Et vous comprenez aussi que avec cette élection de Donald Trump, l'équilibre du monde va complètement changer. L'équilibre du monde va complètement changer. Trump n'est pas dans cette vision, bien qu'il soit républicain. Certains républicains qui ont géré les États-Unis étaient en synergie avec d'autres puissances mondiales pour vous gérer en ce qui concerne l'équilibre du monde. Bush, qui était républicain, vous connaissez, tous les républicains qui ont géré les États-Unis étaient toujours en partenariat avec l'Occident. L'Occident, quand je parle de l'Occident, je vois un peu l'Union européenne, la Chine, bien que ça fait partie d'un certain monde qui a créé avec la Russie et l'Afrique du Sud les BRICS, mais la force du monde aujourd'hui repose en ce qui concerne la gestion du monde. On voit plus l'Occident et les États-Unis en termes de partenariat et en termes d'imposition. Ce sont ces deux mondes-là aujourd'hui qui imposent les dictats en ce qui concerne l'avenir du monde. Mais vous avez vu quand Donald Trump était arrivé pour ce mandat, il avait complètement isolé l'Amérique de l'Europe. Donald Trump? Oui, il avait complètement isolé. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà, avec l'Europe, un fort tiraillement sur certaines impositions, sur certains projets de développement, sur certains projets, sur certains financements. Vous voyez, d'abord il arrive, pour son premier mandat, il avait isolé, quitté la COP26. Il avait quitté la COP26 quand il a compris que les États-Unis étaient les premiers bailleurs, les premiers financiers de la COP26, et qu'il avait compris que bien que les États-Unis vous financiez la COP26 et que les plus grands pollueurs étaient la Chine et que la Chine n'apportait pas, en termes de moyens, un gros paquet pour faire face à la pollution. Mais il avait aussi compris que c'était cette même Chine qui est le premier pays pollueur au monde. Vous avez découvert, qu'est-ce qu'on dit, la tourbilière chez nous. La tourbilière, c'est une matière qui vous capte les dioxydes de carbone. Donc la Chine pollue le monde et dans la COP26, et cette même Chine qui est en partenariat avec certains pays d'Afrique, notamment avec nous, mais qui exploite la tourbilière, qui est un produit très riche, mais qui vous capte les dioxydes de carbone. Alors, sur ces faits, termes de financement, des guerres, des mésaccords, des attentes avec l'Occident, c'est un Trump qui s'était isolé complètement du monde, mais pour travailler que pour les États-Unis. Il arrive aux États-Unis, il accroît l'économie américaine. Il industrialise
c'est qu'on dit, il industrialise l'Amérique. Il travaille... La grandeur. Pour lui, l'Amérique, c'était d'abord l'Amérique aux Américains. Alors, c'est Trump-là, pour son mandat passé, qui était en désaccord avec l'Occident, qui avait embrassé la Russie. Cette même Russie qui aussi, en mésentente avec l'Occident, il a embrassé la Russie, il a embrassé la Chine, en fait les BRICS, mais en s'éloignant complètement de l'Afrique. Pendant son mandat passé, on n'avait pas senti un Donald Trump très impliqué dans les dossiers africains. Il ne s'était pas impliqué. Il s'était pas impliqué, il s'en foutait complètement de l'Afrique. Pour lui, l'Afrique, c'était que vous, Africains, débrouillez-vous, battez-vous, trouvez des solutions à vos problèmes, laissez-moi m'occuper des Américains. Et vous avez vu, il n'y a pas eu trop de rencontres, trop de contacts entre certains pays africains, dirigeants africains avec Trump pendant son mandat. Et vous souvenez-vous de ces sommets ici, USA Africa. Ça n'avait pas eu assez trop d'impact durant les mandats de Trump. Donc, mais quand vous savez que quand c'est les démocrates qui sont aux affaires, les démocrates aiment bien imposer la donne démocratie, surtout en Afrique. Regardez, souvenez-vous des années Barack Obama avec les mouvements citoyens. Les mouvements citoyens, Philippe, c'était un mouvement qui s'était vraiment impliqué pour la démocratie en Afrique. Mais quand Trump vient, il rompt. Alors, je crains aussi que ce même Donald Trump puisse adopter la même attitude pendant les mandats que les Américains viennent de lui donner. Il va plus s'intéresser dans les dossiers américains. Concernant les dossiers extérieurs, ça serait, à mon avis, plus la guerre russo-ukrainienne. Je pense qu'il va trouver déjà un accord là-dessus entre la Russie avec l'Ukraine. La paix. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Ukraine bénéficie d'un grand soutien de l'Occident. Et nous avons une Russie qui est de plus en plus isolée, mais pas presque affaiblie. Il faut s'y attendre aussi à un appui des États-Unis à la Russie, à la limite. Trump pourrait trouver une solution palliative entre la Russie et l'Ukraine, aller trouver une solution pour mettre fin à la guerre. Et dans tout ça, la RDC, le problème de l'insécurité dans l'Est, est-ce que Donald Trump, son avènement peut influencer positivement ou négativement? Parce que je ne vois pas. On sait bien que les démocrates s'intéressent beaucoup plus aux Rwandais et les républicains. Je ne vois pas, moi, Donald Trump, qui est très conservateur, qui ne s'occupe que des problèmes des Américains, s'immiscer dans les dossiers de la RDC. Je ne le vois pas. C'est un businessman. Il a mis de l'argent pour arriver en politique. Lui, il est dans le monde des affaires. Quand on parle dans le monde des affaires, ça serait plus une Amérique forte sur le plan économique. Il va se limiter là. Les problèmes de l'Afrique, les problèmes particulièrement de la RDC, plus précisément concernant la guerre dans l'Est, moi je ne vois pas Donald Trump trop s'y mixer. Ça serait tous des problèmes, des discours à la distance, trouver des solutions à des problèmes. Donc il faut comprendre que là, avec l'arrivée de Trump, ça va plus renforcer certains dictateurs africains qui n'aiment pas la démocratie. Ça, il faut s'y attendre. Parce qu'ils connaissent la position de Trump, la vision de Trump concernant l'Afrique. Ils ne se mixent pas plus dans les dossiers africains, au moins qu'ils soient dans tout ce qui est business, développement, mais tout ce qui est paix, tout ce qui est solution, l'implication totale, il n'est pas dedans. Lui, il n'est pas dedans. Donc, cet arrivée de Trump, ça va plus renforcer les dictateurs africains qui aiment et qui veulent s'accrocher au pouvoir. Ça, il faut s'y attendre à ça. Donc, ça va les renforcer. Ça va renforcer les dictateurs africains. Ça pourra même renforcer la position de la RDC de pouvoir changer la constitution. Je vous dis que, je l'ai dit à l'analyste politique, si et que on nous mettait ce dossier du changement, soit de la révision de la Constitution, se maintenait, il ne faut pas s'y attendre à une forte implication des États-Unis. Cette implication, pour changer des donnes, s'il y a un fort rapport à l'interne. Tout doit passer de la dynamique interne. Si la dynamique interne ne résistait pas à cette donne politique de vouloir changer ou de réviser la Constitution, rien ne va se faire. Il ne faut pas attendre qu'ici la dynamique interne ne puisse pas plus compter sur Donald Trump. Donc il faut plus une dynamique interne qui doit y travailler pour que cette donne qui veut être imposée à l'interne ne soit pas, ne fasse pas long chemin. Donc c'est un peu ça. Donc je vous ai dit ici que l'avènement de Trump
va plus renforcer les dictateurs africains parce qu'ils savent que Donald Trump, déjà avec son mandat passé, il avait passé 4 années, il n'avait pas pu renouveler son deuxième mandat, il n'avait pas un regard fixant sur l'Afrique. Donc cette position, cet avènement, cette élection de Trump à la tête des USA, des États-Unis, va renforcer la position des dictateurs africains, va renforcer la position de ceux qui ont des velléités de se maintenir au pouvoir, parce qu'ils savent que Trump, l'Afrique, c'est pas son dada, c'est pas son sugar. Mais là, peut-être cette année, avec la pression de certains lobbies, les choses peuvent aller dans le sens à pouvoir un peu changer la donne. Si au niveau du premier mandat, là, ça n'a pas été cette fois-ci, comme il connaît déjà les rouages de la Maison-Blanche, les choses peuvent aller dans ce sens-là. Non, je ne vois pas. Il faut suivre sa campagne. C'est un Donald Trump qui a un discours d'une Amérique conservatrice. C'est d'abord les Américains. Et les autres, c'est après. La priorité de Trump sera d'abord les Américains. Les vrais problèmes, les urgences, les priorités américaines. Comment aujourd'hui relancer l'économie américaine pour imposer l'économie, l'Amérique sur l'échiquier international et dans plusieurs marchés. Ça serait ça d'abord la vraie bataille de Trump. La bataille concernant l'Occident, sa bataille, ça serait en fait son vrai combat va porter sur la guerre russo-ukrainienne où vous avez vu il y a plusieurs implications des puissances de l'Occident avec l'OTAN. De ses soutiens à l'Ukraine. Et vous connaissez que Trump est plus très ami, très proche de la Russie. Ce qu'il voudra, il ne voudra pas encore envenimer la situation. À la limite, il peut trouver une solution palliative. Par rapport à la RDC, parce que vous parlez que c'est très, très proche de la Russie, mais on sent que la RDC est un peu réticente vis-à-vis de la Russie. Vous ne voyez pas que ça pourra être aussi une manière de mettre la pression au gouvernement de la RDC. La RDC n'est pas réticente. Quand tu suis les relations internationales de la RDC, la RDC va partout. Le Congo se comporte, excusez-moi pour les termes, comme une femme prostituée. C'est un Congo qui va partout. C'est un Congo qui est avec l'Occident. C'est ce même Congo qui est avec la Chine. C'est ce même Congo qui est avec la Russie. On ne sait pas en fait qu'est-ce que le Congo veut sur le plan diplomatique. C'est un Congo même sur le plan diplomatique. On a hier cité certains pays agresseurs qui agressent le Congo, mais on a vu nos dirigeants s'ériger, aller vers ces pays qui nous ont agressés. Vous voyez, je fais ici allusion au dernier déplacement du président de la République qui avait invectivé, pointé du doigt l'Ouganda et les Rwandais parmi les pays agresseurs de la RDC. Mais les jours d'après, on a vu le président de la République se rendre en Ouganda. Vous comprenez un peu? Donc, sur le plan diplomatique, ce n'est pas un Congo qui s'est fixé des lignes diplomatiques. C'est un Congo qui va partout. Alors, mais en allant partout, sans solution. Et c'est compliqué. Et c'est compliqué. Ça complique la donne. Et c'est compliqué. On va partout sans solution. Le mieux serait, c'est d'y aller et de trouver des solutions. Mais on va partout sans solution. Dis-moi pourquoi nous sommes allés vers l'Ouganda. On sait que c'est l'Ouganda qui vous soutient les M23. C'est le Rwanda qui vous soutient les M23. On sait qu'on s'était isolé de l'Ouganda et du Rwanda. On s'était plus rapproché du Burundi avec Ndayishimiye. Et de l'Angola. Et de l'Angola. Maintenant, on va vers un pays agresseur et qui est très proche du Rwanda. Mais cette fois-ci, peut-être faire les œufs doux à ce pays pour venir un peu dans les cas des infrastructures afin de pouvoir un tout petit peu coincer le Rwanda. Non, en principe, on ne devait pas aller. Les Rwandais et les Burundais, tous sont, même les Ougandais, ça remonte depuis la Tanzanie, les Éthiopiens, tous sont issus d'un même arbre généalogique. Les Nilotiques. C'est des Nilotiques. Ils ne se trahissent jamais. Ils ne se trahissent jamais entre eux. Vous voyez, vous, Museveni, vous trahissez Kagame, il ne pourra pas. Demain, après-demain, le jour que Ndayishimiye trouvera ses intérêts avec le Rwanda, ils vont se mettre ensemble contre nous. Donc moi, je refuse ici qu'on puisse être sans ligne diplomatique. Nous sommes sans ligne diplomatique. Nous invitons... Malgré les voix du chef de l'État. Malgré tout. Même si ça nous apporte quoi? Sommet, mini-sommet, discussion, accord, dialogue. Ça nous apporte absolument rien. Sinon, je dis, on doit adopter une ligne diplomatique. C'est quoi la ligne diplomatique? Aujourd'hui, la Russie sait qu'elle est en guerre avec l'Ukraine.
Mais il faut voir comment est-ce que les Russes, tout comme les Ukrainiens, se comportent sur le plan diplomatique, bien qu'ils soient en guerre. Est-ce que nous avons adopté une ligne diplomatique? C'est là où je dis, on va partout et sans résultat. Ce n'est pas bon. C'est là où je dis, nous devons adopter une ligne diplomatique parce qu'entre États, c'est des monstres froids que priment les intérêts. Mais nous, on va partout. On va en Chine. On va en Russie. On va en France. Et quand ça ne va pas, on fuit. Et puis à un moment, quand ça va, on fait un petit semblant, on va rentrer encore. Pour parler, pour discuter, pour tenter de rétablir des brins diplomatiques. Ça ne marche pas comme ça. Et puis, on a vu le ministre des Affaires étrangères être reçu sur le sol congolais. Sur le sol congolais du Rwanda. Sur le sol congolais. Sur le sol congolais. Vous avez vu? Mais on vous parle, c'est en termes de discussion. Non. Mais on est la première à nous dire ici que le Rwanda nous agresse. Mais nous adoptons quelle attitude face au Rwanda? Moi, je vous dis ici, nous sommes en guerre. C'est quoi notre attitude diplomatique face au Rwanda? Au-delà de cette diplomatie des couloirs qu'on nous dit, qu'on nous a toujours vanté qui ne marche pas. Mais nous devons adopter une attitude. Par exemple, moi, suggérer, prôner des fermetures des frontières. Jusque-là, rien n'a été fait. Jusque-là, rien n'a été fait. Moi, j'ai suggéré qu'on puisse quitter l'OIF. Nous sommes les premiers pays francophones. Si on quittait l'OIF, l'OIF serait une coquille vide. Moi, Bouya, j'avais suggéré qu'on puisse fermer l'ambassade du Rwanda ici. On crée un équilibre et un rapport de force. Le monde verra que oui, là, le Congo a imposé un rapport de force. Mais on se comporte comme si rien n'y était. On reçoit même les ministres des Affaires étrangères du Rwanda ici, on discute, on va vers l'Ouganda, et puis ça va aller dans tous les sens. Mais dans l'entretemps, c'est nous qui sortons perdants. Au-delà de la diplomatie qui échoue, il faut le dire, mais en termes de rapports de force, c'est nous qui sortons perdants parce que nous avons toute cette marmaille et incurie des rebelles sur nos sols. Des territoires non récupérés. Mais des territoires que nous sommes qu'on est en train de nous ravir. Vous avez vu, j'avais suivi les députés MLC, UNC, Michel Moto sur France 24, en train de vous dire que Walikale est en train de partir. Mais si vous prenez la position géographique de Walikale, Walikale est frontalier à la Grande Orientale au Maniema. Les territoires les plus proches, je pense que c'est Bafouassende au niveau de la province orientale. Et vous avez les Maniema et vous avez aussi le sud Kivu. Et Walikale, au nord Kivu, vous avez deux territoires très riches. Vous avez les Massissi qui est riche à nord et Walikale aussi. Avec des matières premières très importantes, vraiment précieuses. Mais on voit, vous voyez un peu. Donc quand on perd Walikale, ça signifie que la possession, pour être la province orientale, pour être les Maniema. Il y a Boutembo, non, par à ça. Boutembo. Vous parlez de Boutembo, Walikale, Lubero, vous parlez de Massissi. Et aujourd'hui, Bunagana n'est plus une priorité. Mais qui est dans les territoires des Rutshuru, qui est menacé aussi par les ADF Nalu, qui vous craignent la pourchasse de Museveni. De Museveni. Exactement. Alors, dites-nous maintenant nos combats. Nous menons quel combat? Les combats sur le plan diplomatique, c'est quoi les résultats? On embrasse tout sans résultat. Les combats sur le plan interne, où on nous ravit nos territoires, on fait quoi? Donc on mène un combat sans combat. Alors sur le plan interne, vous avez dit, on commence à dévier les priorités pour parler beaucoup plus de la révision constitutionnelle, alors que il y a d'autres priorités, telles que vous l'avez dit, la situation sécuritaire et les sociales aussi. Oui, pour moi, je suggère aussi au président de la République de voir les priorités des Congolais, les exigences des Congolais. C'est pas la révision constitutionnelle. La révision constitutionnelle n'est pas une priorité, n'est pas une urgence. Le Congo fait face à plusieurs problèmes, à plusieurs défis que je viens d'évoquer ici, notamment sécuritaire. Rien ne marche. Sur le plan social, rien ne marche. Les vrais problèmes, en lieu d'une place de nous parler révision constitutionnelle ou changement de la Constitution, il faut remplacer cela par changement des vies des Congolais. C'est ça les vrais problèmes. Révisiter la vie des Congolais. C'est ça le vrai problème. Parlons quand même de ce changement de constitution. Moi, par mon expérience de journaliste, je suis plus de 12 ans dans cette profession. Je ne crois pas que cette révision va marcher. Comment ça? Sur 5 éléments. Premier élément, c'est sur le plan sociétal. Priorité, défi,
seront mises de côté. Quand le président de la République a annoncé qu'il faut révisiter ou changer la Constitution, le président de la République, sans le savoir, lui-même a plombé son mandat. La priorité pour les 3 ans, 4 ans qui lui restent, ça serait plus les problèmes politiques et non les problèmes sociétals. C'est déjà un quinquennat qui est plombé. Il voudra surveiller ses alliés et surveiller ses opposants. Ça, c'est le premier élément, sur le plan sociétal. Le deuxième élément, c'est cette guerre autour des alliés, qui vous disent que les deals politiques avec le président Tshisekedi, c'était le 2e mandat, et non les changements ou la révision de la Constitution. D'où vous voyez le silence absolu de certains alliés. Des Camérés. Je ne sais pas, je parle des alliés. Camérés, ces alliés, il y a des alliés des calibres de politique. Les Camérés, Bemba, Sama et tout consort. Ils sont plusieurs. Et s'il faut changer cette constitution, il faut ramener un mandat à 7 ans. Ils vont vous dire qu'il faut attendre 14 années pour espérer remplacer Tshisekedi. Pourtant, et pour la plupart, se trouvent être dans l'antichambre du pouvoir. Bemba 63 ans, plus 14. C'est plus la septantaine. 70 ou 80. Vital Kamere vous a 66 ans. Plus 14, ça vous fait combien? Plus de 70 ans. Mahdi, 68 ans. C'est combien? 83. Moi, on n'en parlons pas, il est déjà partant. Samalou Kondé, il peut espérer. Et tous les autres qui sont là vont encore attendre plus. Parce que là, il faut changer. Les Katumbi, les Fayoulou. Les Fayoulou, non, là, quand on change, il faut maintenant penser à une 4e république. Et la 4e République. Kabila aussi pourra être. Il pourra revenir, mais c'est qu'on brûle tous les 10 ans passés de l'Union sacrée du président Tshisekedi. Elles vont attendre. Le 3e élément, nous sommes sous l'état de siège. L'article 219 vous interdit, pendant l'état de siège, de changer de constitution. Si on levait l'état de siège, ça va donner une marge de manœuvre à ceux qui nous envahissent, qui convoient nos territoires, nos richesses, d'avancer pour certains territoires. Le 4e élément, c'est la position de l'Église catholique, qui est complètement posée au Conseil de l'Église catholique, qui est disséminée à travers la République. La plupart de ces leaders catholiques des l'Union sacrée sont tous des catholiques. Ils vont plus croire à leur père religieux. 5e élément, si on est dans la Constitution elle-même, si on nous dit ici sur le plateau, on va faire du juridisme ou pas, donner cet élément, cet article constitutionnel qui vous bloque, soit qui vous bloquez les présidents de la République. Il n'y en a pas. Donc, au regard de ces éléments que je venais ici de vous étaler, moi je ne crois pas formellement à cette révision constitutionnelle. Le premier élément déclencheur qui va s'y opposer à cette révision constitutionnelle, ça sera le peuple. L'Union sacrée, pendant son premier quinquennat, en cette année de règne, avait stabilisé les sociales des Congolais. Il aurait pu y avoir du doute dans l'opinion en disant, oui, quand même il y a de l'espoir. Mais quand tu vas dans la cité, Jean-David Kilolo, y a-t-il espoir? Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau des Fomines? Parce que vous parlez espoir, tout ça. Fomines, qu'est-ce qui se passe là? Oui, oui, je vous ai vu, merci pour cette question. Vous m'avez suivi dans plusieurs plateaux. Non, je m'étais opposé à une campagne d'intoxication qui se mène depuis un certain temps contre les DG en place, Faustin Biringanine. Des gens qui ne sont pas des agents du fonds minier, se sont mobilisés avec des calicots pour dire qu'ils ont été chassés de cette entreprise. Mais quand on gratte, la vraie version, ce n'est pas ça. Ces personnes ne sont pas des agents du fonds mine. Pourquoi je vous donne des éléments? Comment ils ont été recrutés? Tout part par les recrutements. La personne qui a recruté ces agents a violé certains principes sur cet établissement public. Premier élément. Vous savez, le 24 février 2024 de l'année en cours, l'ancien directeur des cabinets du président de la République, M. Guilain Yembo, avait pris une mesure interdisant les mouvements dans les entreprises publiques et établissements publics. Et pendant ces moments, le DG Faustin Biringanine était en suspension, soit en démêlé judiciaire, avec l'ancienne ministre de Mines, Antoinette Samba, qui l'a cherché noise jusqu'à les suspendre. Ces décisions injustifiées étaient attaquées au niveau du Conseil d'État, et le Conseil d'État, à 3 reprises, a donné gain de cause raison à M. Faustin Biringanine, et qui a même fait la prison dans ses entrefaites pendant 11 jours pour une mesure conservatoire, parce que les magistrats enquêteurs qui enquêtaient dans les dossiers ne voulaient pas qu'ils puissent s'initier pendant les enquêtes. Et qu'est-ce qui se passe dans l'entretemps? Les comités de gestion du FOMID, avec la complicité du DGA, d'abord
vous ont recruté 104 personnes. Pourtant, les FOMIN, les décrets créant les FOMIN, dit que les FOMIN doit en principe être régi que par 30 personnes. Ils ont passé de 68 personnes par la capacité managérielle de Faustin Biringanini en obtenant une dérogation venant du Premier ministre Malukonde pour dire quitter de 30 à 68, il y a eu un surplus de 38 personnes. C'est le quota du personnel qu'avait laissé Faustin Biringanini. Il y va. Les DGA, avec la complicité de certaines verrouilles, certaines personnes qui veulent braquer les fonds du FOMIN, vous engagent 80 ou 104 personnes. En violant les communiqués de la présidence de la République, qui empêchait tout mouvement du personnel des entreprises publiques. Et quand il est fait, avec la complicité de madame, l'ancienne ministre, d'après plusieurs sources au fond du FOMIN, il recrute des personnes, lui-même n'a pas qualité, et pourtant, selon les droits administratifs, un intérimaire ne peut jamais procéder au recrutement. Lui recrute d'abord. Il viole l'ordonnance, les communiqués de la présidence de la République qui interdisait tout mouvement en recrutant 54 personnes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand il recrute, d'abord, dans ces troubles-là, il modifie les statuts du FOMIN. Il modifie les cadres organiques du FOMIN pour embaucher 54 personnes. Et sans un budget provisionnel pour ces recrutements. En termes de salaire, en termes de mouvements des personnels, il fallait quand même un budget provisionnel. Et qu'est-ce qui se passe? Dans ces recrutements, ça crée un flux, une masse salariale. Les paiements posent maintenant problème. Pendant l'absence des Faustin Biringanini, même pour les paiements des agents du FOMIN, vous savez, le FOMIN, quand ça travaille en termes de majoration de recettes, les 80% des recettes, c'est géré dans un compte géré par l'État, et les 20% revient pour les FOMIN récupèrent pour les fonctionnements de l'entreprise. Alors, M. Faustin Biringanini, quand il part, il a laissé 63 agents du FOMIN. La masse salariale était autour de 607 000 $. Alors, à son absence, les DGA qui recrutent 54 personnes, qu'est-ce qu'il fait? Il fait déborder la masse salariale qui ne vaut pas de 600 000 $ à 1 million de $. Pour payer ces agents, comme ils n'avaient pas une capacité managériale en termes de besoin de recettes, ils sont allés même puiser même aux réserves du FOMIN. Et qu'est-ce qui se passe? Quand Faustin Biringanini rentre pendant une suspension de 3 mois, du mois de février jusqu'au mois de juin, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve un déficit comme pas possible. D'abord, en 3 mois, il dépasse les assignations, il couvre le déficit budgétaire avec un excédent de 3%. Et à cela, accompagné des applaudissements du conseil d'administration. Quand il rentre, on lui dit, vous devez payer ces personnels. Il dit, mais comment je dois payer des personnes que moi je n'ai pas recrutées et qui violent notamment la procédure concernant l'entreprise? Il dit, je ne paye pas. Et quand il ne paye pas, c'est tout ce qui se passe, tous ces petits brouhahas, mais des petits brouhahas avec manipulation des personnes aujourd'hui qui veulent braquer l'argent du FOMIN. Pourquoi braquer l'argent du FOMIN? Les FOMIN aujourd'hui veulent s'ériger en banque d'investissement. C'est très présent Jean-David Kilolo. Parce que les FOMIN aujourd'hui, sous la maestria des Faustin Biringanini, vous avez aujourd'hui 470 millions comme fonds d'investissement en banque. Vérifiable. D'ici décembre, ils vont arriver à 500 millions de $. Alors, tous ces bradeurs, ces braqueurs financiers mettent l'œil pour aujourd'hui vous brader les 500 millions, l'argent que Faustin Biringanini a mis de côté pour les FOMIN. Encore pire, on lui dit, monsieur, avec des corruptions, on sait que les FOMIN a des moyens, mais sortez-nous 50 millions dans l'argent des FOMIN pour mettre un peu dans une banque avec une rétrocommission d'1 million. Il dit non. Il revient. Il avait laissé le loyer du FOMIN à 16 000 $ pendant sa suspension. Mais il rentre. Il dit quoi? Il trouve le loyer aujourd'hui se paye à 76 000 $. Donc, pendant son départ, c'était du vrai désordre. Pourquoi c'est désordre? Les gens ne veulent plus sa tête au FOMIN pour que les gens puissent récupérer l'argent du FOMIN, piller, braquer l'argent du FOMIN. Ici, j'interpelle nos dirigeants, notamment les présidents de la République. Un digne fils du Congo travaille 6 mois, en 2 mois, il va mobiliser
depuis qu'il a investi, il a trouvé les formules qui disaient que sur le papier, il a donné l'avenir de cette entreprise, siège, il a distribué à travers la République, il a donné les salaires, il a installé la société. En 6 mois après cette nomination, il a mobilisé 200 millions de dollars. Et l'argent que les familles a, c'est plus que la CNSS, c'est plus que les CAMI, c'est 500 millions de dollars vérifiés dans 3 banques de la place, c'est vérifiable. Mais comme les gens sont habitués à braquer, à piller l'argent de la République, ne veulent plus la tête de Faustin Biringani, ils veulent son départ par des messes noires, ils veulent son départ pour brider, braquer l'argent de la République. Pourtant, vous oubliez, cet argent n'appartient pas à Biringani, n'appartient pas à la famille, c'est l'argent des Congolais puisé de nos richesses, de nos minéraux, parce que ça a été créé pour les générations futures et les gens veulent son départ pour piller. Maintenant, vouloir son départ, c'est quoi? C'est vouloir la faillite du FOMIN, c'est vouloir brader l'argent du FOMIN, selon, j'interpelle plus nos dirigeants, notamment les présidents de la République, de jeter un œil pour l'argent du FOMIN. On ne peut pas accepter que l'argent des Congolais soit dilapidé par 2, 3, 4 braqueurs, prédateurs financiers pour piller la République. Voilà, merci beaucoup. Ça, c'était la parenthèse. Mais nous avions certainement parlé sur la victoire de Donald Trump, l'implication en Afrique et aussi la révision constitutionnelle, les priorités. Voilà, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Mais Jean-Pierre David, pour la révision constitutionnelle, je l'ai dit ici, tout dépendra de la dynamique interne. Si la dynamique interne ne s'organisait pas, n'est pas solide, ne se solidifiait pas, je pense, je suggère que tout risquerait de passer comme une lettre à la poste. Voilà, donc tout dépend de la dynamique interne. Merci beaucoup, tout dépend de la dynamique interne. Soyez branchés sur Télé50. Tout à l'heure, la grande édition. 19h à Kinshasa, 20h dans l'Est de la RDC. Portez-vous très bien, à très bientôt.